Je m'interroge ces derniers jours sur mon rapport à la nature et je n'ai pas de réponse en soi, mais ce que j'ai l'impression de ressentir, c'est que je suis encore très éloignée de la nature. Je ne me sens pas en connexion profonde avec elle. J'ai l'impression de doucement en fait la redécouvrir et doucement m'y reconnecter, mais c'est vraiment par toutes petites touches. Et pourtant, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, donc quasiment dehors tout le temps. Et je pense que j'ai été plus en contact avec la nature que pas mal de monde. Enfin, ça dépend qui, mais bon, voilà, peu importe. Euh, mais en tout cas, de vivre dans ce nouveau pays qu'est la France, il y a vraiment un nouveau rapport qui se crée et une nouvelle vision aussi. Je trouve que la pluie, le mauvais temps, comme on l'appelle, c'est hyper révélateur de ça. Parce qu'en général, le mauvais temps, bah voilà, on l'appelle, ça a vraiment une connotation négative. On dit toujours vivement qu'il fasse beau, ou j'ai pas le moral parce qu'il fait gris. Mais en fait, quand on se connecte un peu plus à la nature, c'est une bénédiction qu'il pleuve. Par exemple, ces derniers jours de printemps, enfin, avant qu'il pleuve, là, pendant les dernières semaines, il a fait vraiment très 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 beau et du coup très 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 chaud. Et la terre devenait vite très sèche et de travailler dehors, c'était tout de suite... enfin, c'était dur en fait, il faisait trop chaud et ça faisait peur. Enfin, moi, ça m'a amené une peur de ah oui, c'est vrai, l'été, c'est ça, c'est cette sécheresse brûlante qu'on ne peut pas lutter, il n'y a pas d'ombre. Enfin, c'est hyper. Ouais, c'est vraiment pas évident. Et, et le fait qu'il pleuve, ça a comme recalmé quelque chose à l'intérieur de moi, mais aussi, je pense, pour la nature qui en avait vraiment besoin. Et pour moi, la grande difficulté de vivre en France, c'est pas tant le mauvais temps, c'est le fait d'être enfermé dans la maison. Parce que ben, souvent il fait froid et que c'est pas évident de rester dehors. Mais il y a encore autre chose, c'est aussi une habitude, c'est aussi un confort exagéré, je dirais. L'autre jour, par exemple, j'ai vraiment pris mon ordinateur et je me suis mise sur la terrasse, j'ai fait l'effort de passer la journée sur la terrasse. Il faisait un peu plus froid, il pleuvait par moments, et, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose comme un... Je sais pas, c'est indescriptible la sensation que j'ai eue, mais un sentiment qu'il faut être tout le temps dehors. Et, et c'est dur de travailler sur l'ordinateur et que le travail c'est un peu comme une opposition de monde en fait. C'est la bonne alternative de travailler dehors avec l'ordinateur, c'est déjà un peu mieux, mais bien sûr dans l'idéal j'aimerais vraiment lâcher totalement cet outil pour faire autre chose parce qu'il y a tellement de choses à faire autrement. Et je voulais vous parler aussi du dernier magazine de Yggdrasil. Donc c'est un magazine qui s'appelle Effondrement et Renouveau, qui parle un petit peu de la perspective du monde dans lequel on est, vers quoi on va, mais surtout quelles solutions on pourrait avoir pour vivre plus sereinement un éventuel effondrement de civilisation, ou en tout cas une perte de confort qu'on va pouvoir vivre et qu'on vit déjà en fait avec ce confinement là, ce virus. Donc il y a un article quand les savoirs autochtones questionnent la science et c'est vraiment passionnant. En fait, ils expliquent, bah, on le sait, hein, mais c'est vrai que de manière un peu plus scientifique, ils se rendent vraiment compte que les peuples autochtones ont les savoirs depuis des millénaires. Mais comment ils ont les savoirs, ça c'est ça la vraie clé, ce qui est compliqué à comprendre pour la science occidentale. Et je trouve ça fascinant en fait. On ne comprend pas des fois comment ils ont pu savoir certaines choses sans avoir fait des tests scientifiques, etc. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a 75% des savoirs de plantes
des autochtones qui a été prouvé scientifiquement par la science moderne que ça fonctionne. Donc dans 25% des cas, soit les autochtones se sont trompés, soit on n'est pas encore capable de le prouver par la science que ça fonctionne. Et voilà, il y a plein d'autres exemples de savoir comme ça qui se transmet de génération en génération par la parole en plus, donc c'est encore plus fascinant que par l'écrit, des choses qui restent comme ça et aussi qui se perdent par la civilisation moderne qui arrive. Et c'est fou de penser que pendant des dizaines de milliers d'années, il y a eu des connaissances qui se sont transmises à l'oral et que d'un seul coup, c'est en train de se perdre. Mais en tout cas, voilà, il parlait des scientifiques et de tout le corps de recherche occidental qui s'intéresse aux savoirs ancestraux, qui font des collaborations avec les autochtones et d'un autre côté, les autochtones qui font des études occidentales, scientifiques, pour venir apporter leurs savoirs ancestraux. Et c'est fascinant de voir qu'il y a cette réciprocité qui se fait, et heureusement, et vivement que ce soit vraiment la norme et qu'on arrête d'avoir un regard supérieur sur les savoirs ancestraux. Et l'autre article qui était vraiment, vraiment génial, c'est vraiment de l'ordre du subtil, donc il faudrait presque que je vous lise tout pour qu'on puisse sentir un peu ce qu'essaye de dire l'auteur. Ça s'appelle Rencontre du troisième archétype de l'intention et la technologie. Et ça parle en fait de vers où on va. Est-ce que l'insoutenable technologie, comment est-ce que la technologie ne peut pas perdurer dans le temps par l'exploitation de ressources qu'elle génère et par l'exploitation de pouvoir qu'elle génère aussi. Et il parle d'un troisième monde, un petit peu le monde dont on parle beaucoup en ce moment, hein, comme comment les technologies pourraient être au service de l'écologie et donc répondre à nos besoins actuels de confort extrême et d'énormément d'électricité, etc., qu'on utilise par l'apport d'une technologie écologique, on va dire. Et il y a un texte qui est superbe, qui explique un petit peu cette vision et pourquoi l'auteur pense que c'est pas du tout viable. Donc je vous lis juste le texte qui est un peu long, mais on a le temps. Il était une fois une île perdue au milieu d'un océan immense sur laquelle vivaient en équilibre plusieurs tribus. D'aussi longtemps que les anciens aient pu se souvenir, les différentes tribus entretenaient des relations qui oscillaient entre une bonne entente et des échanges qui menaient parfois au conflit. Ces conflits se résumaient la plupart du temps en de vagues querelles qui finissaient par être tempérées par des compensations, puis par une période de paix qui durait jusqu'au prochain conflit. Un jour, l'une de ces tribus vit débarquer sur ses plages une flotte de plusieurs bateaux venus d'un archipel qui se situait à quelques jours de navigation de là. Les voyageurs, des prêtres pour la plupart, débarquèrent et s'empressèrent d'expliquer la raison de leur venue. Ils étaient là pour prêcher la paix et transmettre leur message dans les archipels alentours. Mis au courant des querelles existant sur cette île, ils allaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour amener la paix aux habitants, et cela passait selon eux par la transmission des connaissances que leur civilisation avait acquises tout au long de son histoire. Selon eux, il était du devoir des humains civilisés de veiller à ce que plus jamais les hommes ne s'entretuent. Les querelles tribales étaient une expression regrettable de la nature humaine que seule une éducation et des lois rigoureuses pouvaient endiguer. La nouvelle de l'arrivée des nouveaux venus s'était propagée sur l'île. Nombreux émissaires de différentes tribus ne tardèrent pas à arriver sur la plage qui avait vu débarquer ces étranges marins. À l'évocation de la raison de leur venue, les différents émissaires se regardèrent avec de grands yeux, ne sachant pas comment prendre la nouvelle. Non pas parce que la paix leur était une valeur inconnue, bien au contraire, mais parce que les pirogues avec lesquelles les navigateurs avaient voyagé étaient composées de centaines de peaux cousues entre elles. Or, ces peaux étaient toutes des peaux d'êtres humains. Et du coup, il enchaîne en disant « Nous autres civilisés sommes exactement dans la même position que ces prêtres. L'ensemble de nos technologies porte les stigmates de la destruction du monde vivant. Et comme les prêtres de la fable, nous ne le voyons pas ou plus.
nous continuons à vouloir propager notre prétendue sagesse au peuple qui, paradoxalement, ne porte aucun de ces stigmates. Et donc il explique que, voilà, que la technologie, aussi belle qu'on essaye de la faire, elle est toujours en train d'exploiter des ressources, elle est toujours en train de détruire un monde, en train de détruire d'autres peuples, en tout cas de profiter d'autres peuples par l'exploitation. Et donc c'est pas du tout viable comme système, cette espèce d'idéal, il trouve ça un peu même naïf, cet idéal de technologie écologique. Et donc il parle d'une troisième voie, et ce serait, en prenant beaucoup l'exemple de Vendredi ou les Limbes du Pacifique, l'histoire de Robinson, et comment est-ce que Vendredi devient un être hybride, alors ils appellent ça un être féral, à nouveau capable d'entendre la nature, de la vivre de l'intérieur et de renouer avec l'essence sauvage des humains sans pour autant perdre la mémoire de la civilisation ni de son poison. Et donc ce serait pour lui cet idéal-là qu'en fait on arrive à revenir à notre nature sauvage, en tout cas à se reconnecter à la nature et à comprendre cette essence. Il utilise un terme à la fin, notre capacité de discernement. Je ne sais pas si c'est le thème que j'aurais utilisé, mais je trouve ça assez joli. Et qu'en échange, parce que c'est pas juste nous venir apprendre des autochtones ou des gens, des civilisations qui n'ont pas, enfin des peuples qui n'ont pas oublié ce côté-là, mais en même temps nous amener ce qu'il appelle une immunité pour savoir transcender, savoir reconnaître en fait les vices de la civilisation et ne pas y replonger. Parce que si c'est juste pour se reconnecter au sauvage et venir du coup dans un temps futur retomber dans les vices de la civilisation, ça n'a pas de sens. Donc venir réussir à faire un mix entre ces deux-là, parce qu'il dit aussi, comme pour Vendredi, la détérioration des milieux provoquée par la civilisation, suivie par les promesses qu'elle fait aux peuples sauvages qui y vivent, provoque un attrait quasi inévitable, voire irrésistible chez nos compagnons sauvages. La tentative de se frayer un chemin dans le monde civilisé devient alors une question de vie ou de mort. Donc ouais, je trouve ça beau en fait, cette façon de voir les choses. Ah oui, il parle aussi de les orphelins modernes. Comme le jeune Robinson, ils ne savent plus raisonner avec le monde, n'entendent plus parler le vent dans les feuilles des arbres. Leurs ancêtres sauvages leur sont désormais muets et face au mur qui se dresse désormais devant eux, une réforme semble être la seule solution puisque la civilisation est la seule forme d'humanité qu'elle leur soit connue. Et voilà, je me sens un petit peu comme ça, je me sens pas encore totalement capable d'entendre le vent dans les feuilles des arbres et, et une envie de se reconnecter à cette part sauvage sans non plus, bien sûr, oublier ce que la civilisation m'a appris et ses déboires, ses vices. Donc voilà, c'est la solution proposée par cet article, par cet auteur, et je trouve ça très beau et ça résonne vraiment fort en moi par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui a encore des Kanaks, le peuple autochtone qui ont encore cette sagesse, qui ont encore ce savoir ancestral un petit peu, quoi. Il reste un bout. La civilisation n'a pas encore tout détruit et je trouverais ça beau que dans un contexte de vote pour l'indépendance qui est en ce moment, et bien de venir réussir à ce que plutôt le français, ou en tout cas l'expatrié, même le calédonien arrive à se reconnecter à cette part que le Kanak peut venir lui enseigner et en échange que le Kanak ne vienne pas se faire attiser par la civilisation destructrice. C'était la pensée du jour parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'aller travailler sur la terrasse et de venir me reconnecter un petit peu aux éléments, même quand il fait mauvais. Salut.